Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Alice Cherki. Je vais vous présenter avant de commencer l'entretien. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, écrivaine, ou écrivain, psychanalyste. Vous êtes né en Algérie en 1936 et vous avez traversé des moments importants de l'histoire de France. Vous avez grandi dans une famille juive dans l'Algérie coloniale. Vous avez assisté au début de la guerre d'indépendance et milité pour l'indépendance de l'Algérie. Vous avez rencontré Frantz Fanon lorsque vous aviez 20 ans, travaillé avec lui. Je vous demanderai à la fin de cette rencontre ce que vous pensez de la façon dont aujourd'hui le passé colonial travaille les Français, qu'ils soient historiens ou non, enfants d'immigrés ou pas. Et pour commencer, j'aimerais que vous nous fassiez un bref portrait de vos parents et du milieu dans lequel vous êtes né. Oui, ben, écoutez, moi je suis née dans un milieu de... Alors mes frères disent bourgeois aisé, moi je dis plutôt petit bourgeois, enfin bon, chacun son appréciation, qui était une famille tout à fait... Mes parents étaient de familles juives tous les deux, de génération en génération. Ma mère s'appelait Hakoun et mon père s'appelait Cherki, qui venait de Chergi, qui était lui-même transformé en Cherki QI. D'ailleurs, il y a une anecdote, c'est si je m'appelle Kai, c'est pas de naissance. C'est parce que quand mon frère aîné est rentré à l'école, sur l'état civil, le monsieur, enfin, je sais pas, non, comment le nom de Cherki QI avait été transformé en Kai. Donc, il ne pouvait plus rentrer à l'école. Et il a fallu que mon père, qui était déjà un monsieur qui travaillait, qui avait, etc., a été obligé de changer l'orthographe de notre nom pour qu'on s'appelle non plus QI, mais KI. Voilà. C'est une anecdote parmi d'autres, mais assez significative, je crois. Mes parents étaient... moi, je dis que mes parents étaient des gens plutôt de gauche, même s'ils étaient entièrement dans le milieu juif, algérois, etc. Mon père était un mendésiste acharné, je veux dire, et il disait toujours... On ne faisait pas de politique à la maison, hein, mais il disait toujours « Ah là là, le projet Bloom-Violette », et nous, on écoutait enfants. Mon père disait le projet Bloom-Violette, quand même, etc. Des choses comme ça, mais on ne faisait pas de politique à la maison. Et ma mère, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été aussi assez engagée, même si mon père refusait qu'elle travaille, etc., était assez engagée puisqu'elle a fréquenté, sans y adhérer, les femmes du mouvement communiste algérien, du PCA. Mais elle n'était pas inscrite, donc elle était très engagée. Et je me souviens que j'étais toute petite, mais puisqu'on parle comme ça, je me souviens que quand j'allais au marché avec ma maman, quand j'avais 3 ou 4 ans, tous les commerçants, qui étaient à majorité d'origine arabo-musulmane, enfin bon, indigène, comme on disait, disaient « Oh, regardez, regardez, voilà la juive aux yeux bleus qui arrive et qui courait vers elle. » Donc, c'est des petits souvenirs qui me sont restés de mon enfance. Voilà, mon père travaillait sur les voûtes d'Alger. Il avait été retiré. Le garçon est né d'une famille de 10 enfants, né à Médéa, et mon grand-père paternel avait décidé, même s'il était très brillant à l'école, les instituteurs disaient, mais les professeurs disaient, mais laissez-le, de le retirer à 16 ans de l'école en disant, écoute, non, maintenant, famille nombreuse, tu es l'aîné des garçons, il faut que tu travailles. Et ma mère, qui a aussi fait des études, elle a été au lycée, qui était à l'époque le lycée de la Croix. Ne me dites pas comment il s'appelle maintenant, j'ai oublié. Et elle a quitté le lycée pour épouser mon père. La rencontre s'est faite, les deux grands-pères se connaissaient, mais ma mère répétait toujours que c'était pas un mariage arrangé parce qu'il ne s'était plus. Voilà. En gros, je voulais un petit peu... C'est un peu folklorique, mais c'est très... Voilà, donc... en gros. Et vous aviez... Enfin, il était entendu pour votre père que vous feriez des études pour vos parents? Non, pas du tout. Il n'a pas été entendu pour mon père faire des études. Il était assez ouvert, mais enfin, il était prisonnier, me semble-t-il, d'un milieu qui faisait que
on pouvait, oui, oui, il était tout à fait d'accord, j'étais très content de mes résultats au lycée, etc. Même si, vous voulez des anecdotes? Moi, quand j'étais au lycée, on habitait encore dans un quartier assez populaire du côté du lycée Bugeaud, enfin, dans la Marine, c'était. Et il fallait que je prenne un tram pour rentrer. Et quand je sortais à midi des cours, prendre le train, m'arriver à la maison, j'arrivais essoufflé à l'heure du déjeuner. Mais mon père était déjà là, parce que lui avait une voiture et qu'il travaillait à 2 pas. Et j'étais grondée parce que j'étais pas là à l'heure du déjeuner. C'était un mélange, si vous voulez, d'amour et de on oublie, enfin, on éduque ses enfants comme selon les règles du milieu dans lequel on vit. Et du temps. Mais c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a été un gros problème. Vous en avez des souvenirs précis? J'ai des souvenirs, oui. J'ai un souvenir que j'ai souvent raconté, écrit, du renvoi de l'école. Voilà. Du renvoi de l'école, avec l'institutrice, qui était la caricature, dans mon souvenir, de ce qu'étaient les institutrices à l'époque, le chignon, les lunettes, l'habit noir, enfin bon, pour moi c'était comme ça. J'aimais beaucoup, c'était à la maternelle, mais j'aimais beaucoup l'école. Et c'était aux vacances de Noël, comme on dit, qui m'a dit, tu diras à ta mère que tu ne reviens pas à l'école à la rentrée. Bon, je ne comprenais rien du tout. Et puis je prends mon courage à je ne sais pas combien. Je me souviens encore, c'est un souvenir écran, mais quand même. Parce que parler à l'institutrice, surtout à l'époque, j'aime autant vous dire que c'était un exploit. Et je lui dis, mais pourquoi madame? Et elle me dit, mais parce que tu es juive. Mais moi, juive, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Moi. On allait chez le grand-père pour les fêtes, enfin, des choses comme ça. C'était pas, mes parents n'étaient pas des... j'étais observant, mais pas pratiquant du tout. Et respectueux des traditions, enfin, bon, mais culinaire, entre autres. Mais, et alors, je lui demandais, mais une fois de plus... C'est quoi, madame, être juif? Et elle me dit, c'est comme toi, avoir des grands yeux, une grande bouche et des grandes oreilles. Et moi, ce qui m'intriguait, c'est que, comme ma mère me coiffait à la garçonne, j'avais toujours les oreilles couvertes, je me suis dit, mais comment elle sait pour mes oreilles? Enfin, voilà, comment c'est. Donc, oui, j'ai gardé un souvenir. Non, c'est pas un souvenir écran, c'est un souvenir auquel je n'ai pas pensé tout le temps, mais qui m'est vraiment revenu. Et vous êtes resté à Alger? Comment? Vous êtes resté à Alger pendant On habitait à Alger, d'abord dans un quartier assez populaire qui était le quartier de la Marne, où d'ailleurs habitait Derrida, qui était un voisin, c'est vrai, mais enfin bon, chacun son histoire. Hein. Et puis très tard, oui, puisque j'avais déjà passé mon bac, mon père, son frère, c'est typique ça aussi, et sa sœur avaient hérité d'un terrain à Hydra. Ils ont mis 20 ans pour construire une maison de 3 étages, et chacun a occupé un étage. Et nous étions au milieu. On était entre le premier et le troisième. Ce qui permettait qu'avec les cousines, etc., on puisse... avoir une jeunesse, voilà. Oui, en gros, c'est ça. Quand avez-vous et pourquoi avez-vous décidé de faire des études de médecine? Ah, ça aussi, c'est un peu paradoxal. Bon, d'une part, c'est vrai que comme j'ai été à l'école juive pendant la guerre, j'ai réintégré l'école laïque et républicaine avec 2 ans d'avance. C'est comme ça, on avait très très bien travaillé à l'école, parce que vous savez qu'à l'époque, vous ne savez pas, tous les instituteurs, les professeurs, etc. avaient été aussi exclus, et il y avait été créé donc des écoles, je ne me souviens plus comment on les appelait, il y avait même le lycée Maïmonide aussi pour les lycéens qui continuaient à nous enseigner. On apprenait les fables de La Fontaine hein, dans ces écoles-là. C'était pas confessionnel. Et donc je me suis retrouvée en 6e à 10 ans, quelque chose comme ça. Et
Donc j'ai été au lycée, oui. Oui. C'est au moment où il était question de faire des études supérieures que ça a un peu bloqué. Avec votre père? Avec mon père. Ma mère était... Mais ma mère ne sait pas trop intervenir. Mais oui, j'ai d'ailleurs fait un simili de grève de la faim pendant 2 ou 3 jours, suffisamment pour que commence à composer. Mais au début, moi j'étais plutôt une littéraire. J'avais eu des prix en philo, des prix en un truc. Donc je m'étais inscrite en Hippocagne au lycée, comme tu as eu Assia Djebar, notre amie aussi, bon, peu importe. Mais, pleine crise d'adolescence, je voulais être utile. Et je me disais que devenir philosophe, ça n'était pas utile. Et c'est comme ça que je me suis inscrite. Oh, vous me faites raconter toute ma vie, là. Je me suis inscrite au PCB, qui était la première année où j'ai un peu ramé, je dois dire, parce que j'étais nulle en mathématiques, enfin bon. Qui était la première année d'études de médecine. Oui, à l'époque, ça correspond à la première année d'études de médecine. En plus, je veux dire que les professeurs de médecine de l'époque étaient typiques des Européens d'Algérie, très... enfin, un peu machistes. Racistes. Ah, racistes. Raciste. 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 Moins vis-à-vis des juifs que des musulmans, mais quand même. Oui, oui. Plus tard, il y avait un petit proverbe qui circulait entre nous. Quand tu es européen et garçon, tu as 80% de chances de passer l'internat. Quand tu es fille et européenne, tu as 65% de chances. Quand tu es garçon et juif, 50%. Quand tu es fille et juif, 25%. Quand tu es garçon et musulman, 15%. Quant aux filles musulmanes, il n'y avait pas parce que ça ne pouvait pas exister. Voilà. Je vous donne un peu vous me demandez des anecdotes, je les donne. Lorsque, en 1955, vous rencontrez Frantz Fanon, est-ce que vous avez déjà... Non, en 1954. Ah, 54. 45, j'avais 10 ans. Non, 55. Je me suis trompée d'une année. Oui. Vous aviez déjà décidé d'être psychiatre ou... Oui, j'étais en médecine, je voulais m'orienter vers la psychiatrie. Et j'étais en même temps déjà discrètement engagée pour l'indépendance de l'Algérie, avec des amis comme Pierre Chollet, enfin plein de gens comme ça, les Timsit. Il ne faut pas oublier qu'on a été quand même quelques-uns, hein. Sixou, Timsit, Melki, etc., qui étaient des gens bien. Et Pierre Schiss, enfin. Et on a... et je me faire psychiatrie. Déjà, en plus, déjà, vous savez, à cette époque, c'était déjà la guerre d'Algérie. Donc, il y avait d'un côté les internes Algérie française, et de l'autre, ce sont beaucoup plus discrets, des gens comme Daniel Timsit, moi beaucoup plus discrètement. Mais moi, j'étais externe à l'époque, oui, en dernière année d'externat, et j'étais très embêtée, mais en coulisses, c'est-à-dire je trouvais mes dossiers déchirés, mes blouses trouées, ma voiture en panne, enfin bon. Mais c'est pas ça surtout qui m'a déterminée. C'est que je ne voulais pas faire la psychiatrie à Alger parce que le professeur de psychiatrie n'était même pas psychiatre, je ne me souviens plus, qui était un ami de Porot en plus. Et j'étais là, etc. Mais je faisais partie d'une association qui s'appelait l'AJAS, qui avait été organisée par Mondoz, entre autres, et qui était l'association pour la jeunesse, pour l'action culturelle, où on était assez mélangés. Il y avait cette race aujourd'hui disparue des chrétiens progressistes, comme on disait. Il y avait des scouts musulmans, beaucoup, et quelques jeunes juifs, parce qu'une partie des plus âgés que moi, hein, comme le Tim Sitera, qui avait au moins 5 ou 6 ans de plus que moi, Smadja, etc., étaient beaucoup au PCA,
qu'ils ont un peu abandonné après, mais ils étaient au PCR. Voilà. Et vous n'y avez jamais Fanon était adhéré? venu faire une conférence, voilà, sur la peur, etc. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Et comme je l'ai déjà écrit, je crois, je ne me souviens plus si je l'ai écrit, il disait quelque chose à des jeunes qui étaient, bon, d'abord, on n'était pas, enfin c'était quand même, c'était Alger, quoi, c'était pas Paris, mais en plus, on était, pour ceux qui essayaient de comprendre, on était coincés entre le marxisme, avec les superstructures, n'est-ce pas? Vous savez, quand toutes les superstructures économiques, après il n'y aura plus de colonialisme et rien, comme ça, qui était le langage de l'époque, et puis l'existentialisme, mais qui ne prenait pas en compte. Et Fanon, ce qu'il disait, c'était ni l'un ni l'autre, et entre les deux. Et ça m'a beaucoup, pas impressionné, mais c'était une rencontre. Ça a été une rencontre que moi, je ne pensais pas, mais après, quand j'avais beaucoup d'ennuis, etc., et qu'il a su que je vais faire de la psychiatrie, il a dit à un ami commun, Pierre Chollet, qu'elle vienne comme interne à l'hôpital psychiatrique de Blida. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été faire ma psychiatrie à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, qui s'est appelé d'ailleurs, après l'indépendance, hôpital Frantz-Fanon. Est-ce qu'il avait, Ali Cherki, Frantz Fanon, est-ce qu'il avait déjà une pratique singulière, une façon singulière de pratiquer la psychiatrie en 55, quand vous étiez dans son service? Pour ceux qui savent, beaucoup le savent, c'était quand même l'élève de Tosquelles à Saint-Alban. Et quand il est arrivé en Algérie, Fanon ne connaissait pas les colonies de peuplement. Ça n'avait rien à voir avec les Antilles, d'une part. Et par ailleurs, et ça je le rectifie tout le temps, il n'était pas chef de l'hôpital psychiatrique, mais responsable de 2 unités. Les femmes indigènes, comme on disait, non, les femmes européennes et les hommes indigènes. Parce qu'il y avait 4 sections. Il y avait, qui étaient dénommées comme ça, les hommes européens, les femmes européennes, les femmes indigènes et les hommes indigènes. Et tout ça ne se mélangeait pas. Est-ce qu'il y avait des pathologies propres à chacune catégorie de patients? Est-ce qu'il y avait des pathologies propres à chaque catégorie de patients? On n'en était pas là. Hein. On n'en était pas à discerner les différentes pathologies. Non. Si, il y avait en tous les cas des façons de traiter les gens différemment, je veux dire, puisque c'est comme ça que Fanon découvre quelque chose qui lui a valu d'ailleurs l'hostilité de beaucoup des autres psychiatres, des chefs des autres unités, qui eux étaient très proches des théories de Porot sur le primitivisme des indigènes, etc. Et qui se sont moqués de Fanon au début, en disant ce nègre qui arrive ici, il ne connaît rien, il ne connaît pas les Algériens, enfin, etc. Oui, mais il a créé la social-thérapie. D'abord, je dois dire, il est malheureusement mort, avec Jacques Azoulay, qui a été son premier interne, qui était aussi quelqu'un de... on était un peu parents, etc., qui s'est retrouvé après en France, qui a été psychiatre et psychanalyste, qui est mort il y a quelques années, à qui il a fait aussi découvrir beaucoup de choses. Voilà. Et puis Jacques a été obligé de partir, je ne sais plus, il y avait des services militaires, des trucs comme ça. C'est avec lui qu'il a mis en place la social-thérapie chez les indigènes musulmans. Et Jacques disait, de nombreuses années après, quand je suis arrivé à Paris, son ambivalence vis-à-vis de Fanon, c'est-à-dire à la fois sa reconnaissance et puis ils n'avaient pas suivi tout à fait le même chemin après. Voilà. Enfin bon. Je vous raconte des souvenirs. Hein. Est-ce qu'il y a des livres que vous avez lus grâce à Frantz Fanon? Ah oui. Oui, parce que, entre autres choses, il avait créé repris la bibliothèque de l'hôpital psychiatrique. Et,
moi, j'ai lu 5 psychanalyses à l'hôpital psychiatrique de Blida, en pleine guerre d'Algérie. Puis Hélène Dodge, le premier Reich, enfin bon, des auteurs comme ça, oui. Mais même, je veux dire, même en pleine guerre, le soir à l'internat, pour ceux que ça intéressait, on rendait compte de nos lectures. Et puis, entre-temps, on était interrompu, enfin non, passer, voir un peu, puis entre-temps, on s'arrêtait dans la nuit parce qu'il y avait un clandestin qui débarquait, soit extrêmement fatigué ou blessé. Donc, il fallait aller le secourir clandestinement. Mais c'était normal. Dans quelles circonstances êtes-vous parti d'Algérie en 1957? Je suis partie d'Algérie à 2 reprises. La première, c'est... Non, décidément, vous êtes tenu aux années 40. Hein. Non, j'ai dit 57. Ah, bon, oui. Je suis partie d'Algérie la première fois, mariée, récemment mariée avec Charles Géronimi, qui était aussi interne et qui... Parce que ça chauffait sec, excusez-moi l'expression. C'était les pouvoirs spéciaux, c'était l'arrivée de la COS, c'était l'arrivée de l'arme des parachutistes, etc. Et il y avait des arrestations massives. Non seulement de gens qui étaient appelés les Félagas, mais aussi des Européens, entre guillemets, qui étaient soupçonnés d'être favorables à l'indépendance. Et beaucoup de gens, les Larribert, enfin pas mal de gens de ma génération, étaient arrêtés. Et moi, on avait entendu dire, c'était vrai, qu'il allait y avoir une descente de police à l'hôpital pour faire des arrestations. C'est vrai d'ailleurs. Ceux qui sont sans chaise, par exemple, il a été mis en camp à Lodi jusqu'à la fin de la guerre, parce qu'il ne voulait pas. Et moi, je le dis encore aujourd'hui, mais c'est vrai, je n'avais aucun goût pour la prison. J'avais 22 ans, je n'avais pas envie d'aller en prison. Voilà. Donc on a décidé avec Charles de partir en faisant croire qu'on allait passer des vacances en France. Voilà. Comme ça que je me suis retrouvée à Paris en 1957. Mais on était jeunes, hein, enfin on était jeunes, non, mais si c'était à refaire, on le referait, je suppose. Et là, à Paris, vous comprenez alors, à Paris, que... ça n'a pas été facile. Hein. D'abord, il faisait froid, et les parents nous envoyaient des manteaux, mais des manteaux pour Alger. Et on n'osait pas dire qu'il fallait qu'on ait quand même quelque chose de bon. On n'avait pas d'argent, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors on a fait des petits boulots, etc. Et on a quand même travaillé pour l'internat des hôpitaux psychiatriques. Voilà. Un peu... Voilà, c'était une période. Et puis on a très vite été contacté les étudiants qui étaient à Saint-Michel, je me souviens. Nous, on n'était pas musulmans, donc on n'avait pas le droit de vote, mais enfin, on était connus, on assistait, etc. Et puis, le début du réseau Janson. Vous êtes entré dans un... j'avais pas besoin de rentrer dans le réseau Janson, puisque nous, on était plutôt rattachés à la fédération... je ne me souviens plus comment ça s'appelle, la fédération du mouvement de libération algérien à Paris. Voilà. Et puis là, on a continué comme ça. On est devenu interne provisoire. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Et puis on a eu, tout en continuant nos activités comme ça, on a été, lui interne à Sainte-Anne. Moi, j'ai été interne à Perpète, je ne me souviens plus. Et puis après, quand même à Maison-Blanche, où il y avait des gens très sympas, hein, pour les psychiatres qui connaissent. Il y avait Follin, il y avait des gens... on a retrouvé Jacques Azou. Enfin, je veux dire, il y avait un milieu, si vous voulez. Mais en plus, en même temps, la grande question parmi les internes à l'époque, c'était comment je vais faire pour ne pas faire le service militaire. Ah oui.
Voilà, c'était quelles astuces, mais Oui. beaucoup ont été obligés de le faire. Oui. Ce qui fait qu'il y avait des postes vacants, comme toujours, n'est-ce pas? Et que, voilà. Mais ça, c'est la première fois que... Et puis après, je ne suis pas retournée en Algérie, puis pour répondre vite à votre question, jusqu'en 62. Oui, parce qu'après, vous êtes allé en Tunisie Alors et après, ensuite en Allemagne. là aussi, quand le rappel des sursitaires s'est mis à concerner mon époux. Oui. Voilà. On a découvert à ce moment-là qu'il n'avait plus aucun... Mais qu'il avait dit qu'il n'était pas question qu'il aille faire le service militaire dans l'armée, mais... Et il a découvert... Et donc, il devait partir. Mais il découvre 2 jours avant qu'il n'avait plus aucun papier valable. Ni carte d'identité, ni passeport, enfin rien, qui lui permet de traverser la frontière. Alors j'ai décidé, je crois qu'il y a encore des bagages à moi qui doivent rester dans un coin à Maison Blanche. Je n'ai jamais été chercher, je n'ai jamais été les récupérer. Ça devait être des vêtements, des choses comme ça. Et puis, alors j'ai décidé de partir avec lui et d'inventer une petite histoire qui était d'aller du côté français du lac, de se lever très tôt et de prendre un petit train en prétextant que nous étions jeunes mariés et qu'un caprice de jeunes mariés était d'aller prendre le petit déjeuner de l'autre côté du lac, donc en Suisse. Et ça a marché. Les douaniers nous ont laissé passer. Oui. Et de la Suisse, vous avez rejoint... Alors en Suisse, on a attendu qu'on nous fasse signe. Et là aussi, vous me rajeunissez beaucoup, hein. Et là, en plus, on n'avait pas beaucoup, on n'avait quasiment pas d'argent, encore moins d'argent suisse. Ce qui fait que pour la première fois de ma vie, moi qui n'aime pas trop manger au petit déjeuner, je me coifferais au petit déjeuner pour tenir jusqu'au lendemain. Ça aussi, c'est des petits souvenirs comme ça. Alors que moi, j'ai l'habitude méditerranéenne, un café et puis un jus de quelque chose le matin, quoi. Et là, on est venu nous chercher, on est parti, on a été en Italie, on a atterri en Tunisie. Bon, je ne vais pas tout raconter, c'est long. Hein. Et ensuite l'Allemagne. Et après, j'ai été pour me former en neurologie et psychiatrie avec une bourse, parce que ce qu'on appelait à l'époque les pays de l'Est, voilà, j'ai oublié un peu comment c'était le nom, ils donnaient des bourses, aussi bien aux étudiants donc, de ma catégorie, à des étudiants aussi d'Afrique noire. Voilà. Même s'ils n'avaient jamais vu un noir de leur vie, puisque dans les rues de Leipzig, les mères retenaient les enfants qui voulaient aller voir les étudiants noirs pour savoir s'ils n'avaient pas de la peinture sur le visage. Je vous assure, c'est vrai, hein, je vous raconte. C'est comme ça que je me suis retrouvée. Et en plus, je dois dire que l'Allemagne, dans la famille, même moi, c'était pas très bien vu. Hein. Vraiment, moi, je connaissais pas un mot d'allemand, puis en plus, aller chez les Allemands, quand même, c'était pas trop. Enfin, j'y étais. Je me suis retrouvée à l'Institut für Ausländer à Leipzig, qui était l'équivalent de l'Institut Goethe, qui est mieux connu, je crois, pour apprendre l'allemand. Voilà. Et moi qui ne suis pas très douée pour les langues, j'ai envié mes amis d'origine berbère parce que eux, ils avaient tous les sons du R dans la gorge, dans la bouche, tandis que moi, j'avais un accent français épouvantable que j'ai toujours gardé d'ailleurs, même en allemand. Voilà, bon, pour vous dire qu'il y a quand même des souvenirs qui sont pas qui font partie de la vie. Quoi. Oui. En 62, vous retournez avec c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en 60, donc je suis après, j'ai un poste d'interne à Berlin, à la Nerven Charité de Berlin. Je dis toujours que le prof qui lui venait d'Allemagne de l'Ouest
parce qu'il était sûr de ne pas avoir le poste auquel il aspirait en Allemagne de l'Ouest. C'est comme ça, hein. Donc il avait eu ce poste à la Nervenklinik de la Charité, mais quand on m'avait présenté, il m'avait trouvé plutôt mignonne. C'est comme ça que, je vous assure, c'est comme ça que j'ai eu le poste. Voilà. Mais là, il y a eu des gens très bien. Il y avait un Grec, dont je me souviens très bien, qui avait été exilé, qui s'était exilé, qui a été un formateur charmant, un peu bavard, mais charmant. Et puis un autre, je me souviens, Hagemann, je me souviens très bien de lui, qui portait la douleur d'avoir été dans un pays nazi. C'était aussi, vraiment, c'était intéressant. C'était des gens comme ça, très blessés, et qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Donc j'ai fait... Mais j'ai été rappelée en Tunis, au moment, j'essaye d'aller vite, hein, au moment où il avait été décidé que l'UGMA, l'Union des étudiants musulmans algériens, allait supprimer le M pour devenir l'UGA, l'Union des étudiants. Voilà. Et tout naturellement, tous les étudiants du coin m'ont dit qu'ils allaient me désigner comme délégué. À l'époque, si vous voulez, Internet n'existait pas. Hein. On était à des... ce qui se passait à Tunis, ce qui se passait à Berlin, c'était vraiment très... Donc, c'était tout naturel. Même les étudiants d'Allemagne de l'Ouest, après coup, avaient aussi voté pour moi. Mais ça a fait, paraît-il, je ne nommerai pas le nom des personnes responsables de ça, ça avait fait un tollé. D'autant plus qu'à Tunis, il y avait aussi Lynn, qui avait fait partie d'un réseau, du réseau d'Avis, qui s'était réfugié à Tunis, qui avait été aussi élu. Pourquoi ça a fait un tollé? Parce que vous n'étiez pas musulmane? musulmane? Parce que je n'étais pas musulmane. Parce que je n'étais pas musulmane. Alors, on veut bien supprimer le M, mais il faut... Et que les bruits ont quoi? Alors, ils ont fait quoi, les bruits? Que j'étais un agent de la Stasi. Mais sans autre explication, on m'a dit qu'il fallait que je rentre parce qu'on avait besoin de moi. Donc, vous êtes rentré Je suis rentrée à Tunis. Ah, à Tunis. Et ensuite... oui. Impossible de rentrer à Alger à l'époque. Je suis rentrée à Tunis, où j'ai d'ailleurs été arrêtée par les policiers tunisiens, parce que quelqu'un, parmi ces gens-là, du côté des... son nom me brûle les lèvres, mais je ne vais pas le dire. Mais avait raconté que j'étais quelqu'un de dangereux, agent de la Stasi, et donc ils étaient venus me chercher pour m'interroger. Ça, j'ai dû le raconter dans Mémoires anachroniques ou quelque chose comme ça. Moi, je ne savais pas ce que je faisais là, et ceux, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient me demander. Ça a duré comme ça une demi-après-midi, puis ils m'ont relâché, mais ni eux ni moi ne comprenions de quoi il s'agissait. Moi, je n'étais pas au courant. Voilà. Ce n'est que longtemps après que j'ai appris que des gens s'étaient insurgés, Mohamed Arbi, Ben Reda, enfin plein de gens que j'ai bien connus et appréciés, qui sont devenus des amis. Avait levé les bras aussi, enfin bon, avait protesté. Oui. Pierre et Claudine Chollet aussi, enfin bon. Mais moi, je n'étais pas au courant, je ne savais rien du tout. Voilà. Et là, je me suis occupée, j'ai bricolé. C'est à ce moment-là que j'ai fait toutes les librairies pour trouver Ferenczi, parce que ça me plaisait, Ferenczi. Ça m'est resté d'ailleurs, tout le reste de mon existence. Et j'aime bien Ferenczi. Et bon, je n'ai pas trouvé à l'époque, mais j'ai créé à La Marsa, je me souviens, un centre pour accueillir les soldats militaires qui étaient dans l'armée des frontières et qui ne combattaient pas du tout, qui étaient pour beaucoup d'entre eux quasiment analphabètes et qui faisaient des syndromes de conversion, ce qu'on peut appeler des dépressions, etc. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant un certain temps, puis après, enfin peu importe,
plein de choses de ce genre. À ce moment-là, vous pensez déjà devenir psychanalyste? Un psychanalyste, j'ai toujours eu le sentiment que c'est ça que je voulais faire. Mais pour l'instant, c'était psychiatre. Oui. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'était entre la philo et la médecine. Oui. Mais oui, j'avais la preuve, c'est que je cherchais Ferenczi, que j'avais déjà lu Freud, enfin des trucs comme ça. Mais c'est pas une chose qu'on décide d'un seul coup. Vous pouvez raconter, Alice Cherki, votre retour en Algérie? Alors, je suis rentrée en Algérie au moment des accords d'Évian, où il était la possibilité, pour ceux qui n'avaient pas de casier judiciaire ou qui n'avaient pas été en prison, de rentrer en Algérie. C'était à l'époque du Rocher Noir, c'est-à-dire un truc intermédiaire. Vous connaissez pas toutes ces choses-là, vous? Non, le Rocher Noir, je ne sais pas ce que c'est. C'était le gouvernement intermédiaire entre le moment du cessez-le-feu et le moment de l'indépendance. Il y avait des gens tout à fait intéressants qu'on a blackboulés après, quand vous mettez... Enfin bon, je ne vais pas me faire arrêter là. Mais moi j'étais volontaire et mon ami qui était gynécologue, Janine Berhodja aussi, je dis toujours en plaisantant que nous étions les deux, on était des jeunes femmes, toutes les deux les seules volontaires à repartir, et les autres, il y avait des médecins rapatriés en Tunisie, ils voulaient bien rentrer, mais avec tout leur bagage, en voiture, avec les vêtements, les femmes et les enfants. Voilà. Donc c'était pas une bonne situation. Je me suis retrouvée à Alger dans ces conditions. Et vous êtes resté, vous êtes retourné à l'hôpital? Toute cette période, c'est comme ça que je suis bien contente que maintenant on dise que l'OAS fait des massacres, parce que pendant des années, ça a été occulté beaucoup. Ça a été une guerre, il y a eu 3 mois dans les grandes villes d'une guerre atroce. Et je me suis retrouvée du côté des Algériens, si vous voulez. Il y a eu d'ailleurs pas mal de gens, d'internes en psychiatrie et en trucs, Landau, Le Guen, Cournu, etc. Moscou, non, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Oui, il y a eu aussi la fille, bon, je ne sais pas vous dire tous les noms maintenant, ça me reviendra, qui sont venus nous aider. Moi, j'étais dans une clinique et j'ai vu Polak qui est venu aussi. Enfin bon, il y a eu plein de jeunes qui croyaient que, d'abord, porter secours. Et c'est vrai que moi, je les ai accueillis avec beaucoup d'étonnement parce que je les avais quittés il y a 4 ans, etc. Je les voyais débarquer à Alger, là. Et puis, dont certains croyaient, Polak surtout, mais ça, j'en parlerai avec lui un autre jour, mais croyaient que ça allait être la révolution dans le monde entier, alors que moi, je m'étais déjà bien rendu compte que ce ne serait sûrement pas le cas. Vous aviez envie que ce soit la révolution dans le monde entier? Non, moi j'avais trop vécu avec les magouilles de l'extérieur, même si j'avais pas mon mot à dire dans les hautes sphères, pour savoir que quand je suis arrivée à Alger, dans les quartiers, etc., où les gens aspiraient qu'à l'indépendance, mais pour envoyer leurs enfants à l'école, pour recommencer à faire de la musique, avoir une vie normale, quoi. Ils ne savaient rien de ce qui se tramait à l'extérieur, entre l'armée et le GPRA. Ils ne savaient rien. Moi, je savais. Vous étiez optimiste sur l'avenir de l'Algérie? Optimiste, c'est un mot que je ne connais pas bien. C'est vrai, c'est un mot que je connais pas bien. Je suis pas dans... c'est pas des adjectifs dans lesquels je me retrouve, ni optimiste, ni pessimiste. Non, je pensais qu'il y avait à faire ce qu'il fallait faire, et puis qu'il faudrait après voir quelles sont, comme les gens disaient, les forces en présence.
Mais c'était pas mon langage non plus, hein, c'est-à-dire. Mais non, j'étais désolée que la population ne réalise pas qu'il allait avoir une prise de pouvoir d'un parti contre l'autre. Je l'ai écrit, je le répète, quand Boumedienne est arrivé avec son armée en mettant Ben Bella devant lui et en traversant toute l'Algérie, en détruisant les wilayas de l'intérieur qui étaient exsangues, j'ai pas aimé. J'ai pas beaucoup aimé. En plus, moi, je savais parmi mes amis comme Ben Reda, etc., que Ben Bella, il avait un pois chiche dans la tête. Donc tout ça c'était pas des choses qui me plaisaient beaucoup. Mais enfin bon, voilà. J'espère que je vais pouvoir retourner à Alger là avec tout ça. Si. Voilà. Mais donc, et puis progressivement, si vous voulez, les choses se sont installées d'une façon qui, même dans le domaine psychiatrique, ne me plaisait pas trop. Parce que tout d'un coup, il y a eu un diktat. Toi, Alice, tu vas t'occuper de la psychiatrie d'enfant. Moi, je ne m'avais pas pensé à faire de la psychiatrie d'enfant particulièrement. Et puis, mon désir de faire une analyse a pris le devant de la scène. Et c'est comme ça que je suis venue à Paris. Et vous avez... En 65. 1965. 64. Ah, 64. Et lorsque vous arrivez à Paris, vous commencez une analyse, mais vous travaillez aussi dans un hôpital ? Ah, ben, je suis accueillie d'abord à l'Institut de psychanalyse, où on me propose tout de suite de faire... de m'envoyer chez quelqu'un pour savoir si c'est une analyse thérapeutique ou une analyse didactique. Par chance, la personne décide que ce sera une analyse didactique. Donc voilà, je suis embringuée là-dedans. Mais il fallait que je gagne même... Moi, j'avais une copine qui me logeait, mais il fallait quand même que j'ai des sous, au moins pour payer mon analyste. Et je me suis retrouvée... ah ben oui, c'est un truc... je me suis retrouvée chez les Bovici et Jatkin, qui m'ont accueillie, et dans lequel j'étais au début, là pour faire des fiches. J'ai commencé par faire des fiches pour je ne sais pas trop quoi. Et puis, il y a Denise Braunschweig qui m'a prise en sympathie et qui a commencé à considérer que j'étais assez qualifiée pour faire des psychothérapies d'enfants. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis après, j'ai eu du boulot. J'ai été dans différents trucs, dans le 18e. Enfin, bon, j'ai eu mon parcours, si vous voulez, de psychiatre autorisé et j'ai commencé à beaucoup travailler et à me former, entre guillemets, comme psychanalyste. Voilà. Et finalement, les psychothérapies d'enfants, ça vous a plu, alors que vous ne vous destiniez pas je ne me voyais pas par diktat, alors que je ne me sentais pas suffisamment formée, prendre un poste de psychiatre d'enfants sans aucune formation, par une espèce de diktat qui était imposé dans la mesure... où j'étais une femme, par exemple. Comme ça. Puis, je ne vais pas dire le nom de la personne en question. C'était pas... moi, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand c'est abusif, c'est abusif. Je ne marche pas avec ça, moi. J'ai jamais marché, excusez-moi, avec les abus de pouvoir. Y compris par rapport à mon père. Je plaisante. Parce que non, vous plaisantez. Parce que c'est quand même un homme que j'aimais beaucoup et qui était un homme de qualité. Vous alliez écouter Lacan ? Oh, Lacan, plus tard, j'ai essayé. Non, c'était plutôt d'abord frondeuse à l'Institut, avec Major, et puis un certain nombre de Réfaber, enfin un certain nombre de personnes comme ça, Jacqueline Rousseau du Jardin, Nata Minor, enfin frondeuse à l'Institut, on peut dire. Et puis progressivement, je me suis rapprochée
pas du tout pour faire une analyse, mais parce qu'on était voisins, qu'on allait se balader au Luxembourg ensemble, de François Perrier, qui était fou, mais formidable. J'ai une amitié avec François Perrier, pas du tout mise comme ça en lumière, etc., mais j'étais beaucoup plus raisonnable que lui, c'est sûr. Mais on s'entendait bien, voilà. Donc je me suis détachée progressivement de l'Institut. Puis j'ai été un peu... je me suis baladée un peu comme ça. Et puis quelqu'un m'a quasiment inscrite à mon insu à l'école freudienne. C'est-à-dire que j'ai reçu un coup de téléphone de Simatoche. C'est un abus, ça aussi. Hein? C'est un abus. C'était intriguant. Je reçois un coup de téléphone du secrétaire de l'époque qui s'appelait Simatoche et qui me dit, qui habitait aussi pas loin de chez moi, qui me dit « Je dois vous voir pour vous inscrire à l'école freudienne ». Moi, j'avais des amis à l'école freudienne, hein, Mélèze, Ramila, enfin bon. Il y avait toute une vivacité. Et donc j'ai été, il m'a dit oui. Il me dit, alors j'ai dit, ah non, mais on ne va pas recommencer comme à l'Institut, il faut que je trouve 2 parrains pour je ne sais pas trop quoi, pour m'inscrire, ça je ne sais pas. Et j'étais inscrite à l'école freudienne. Voilà. Mais c'était un peu le déclin de l'école freudienne. Je me suis retrouvée plutôt du côté de l'ordinaire, enfin de cette mouvance-là, on pourrait dire. Alice Cherki, vous avez brossé un tableau de votre carrière. C'est vous qui m'avez posé des questions. Oui. Est-ce que vous en êtes où avec votre judéité? Parce qu'on en a peu parlé. Ah, où j'en suis? Ben justement, moi ça m'intéresse beaucoup. Parce que là, j'ai lu récemment le livre de quelqu'un qui était un copain, que j'ai bien aimé, etc., d'Henri Atlan. Ces échanges-là. Et je me suis dit, tiens, ben, c'est un peu comme ça, quoi. Bon, sauf que moi, je n'ai pas fait les études de Talmudique qu'il a faites, mais c'est quelque chose de la religion ritualiste, si vous voulez. C'est-à-dire que l'obligation de croire en Dieu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de toutes les façons comment... J'avais même noté quelque chose... Comment peut-on parler même de son existence? Quelque chose. Il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose comme ça. Mais je me sens profondément juive et en plus, mais athée. Enfin, je veux dire, mais sans, ce qui est beaucoup sont de ce mot-là. D'abord parce que j'aime les fêtes juives. Je trouve ça un symbolique formidable. Chez mes parents, c'était avec tous les enfants, les petits-enfants, les cousins, etc. Même si tout le monde était un peu acculturé, hein, je veux dire, les femmes faisaient la cuisine, on parlait pendant les repas, je sais pas, les plats, tout ça. Mais il y avait un symbolique que moi, à laquelle je suis encore toujours très sensible. Voilà. Même si je trouve que c'est très symboliquement très intéressant et je me sens profondément, je le dis tout le temps d'ailleurs, hein, en revanche, je n'ai pas été contre la création de l'État d'Israël, mais les seules personnes que j'ai connues, moi, en Israël, c'est Warshawski, enfin, je ne sais pas si ça vous dit, des gens comme ça. Voilà. Michel Warshawski. Oui, c'est des gens comme ça que j'ai connus. Donc vous n'êtes... Oui. Hein? Vous l'avez connu? Non, je ne l'ai pas connu. Mais oui, c'est la gauche israélienne. Voilà, c'est un peu comme ça. Et je n'ai pas envie de parler d'Israël. Ah non, mais... D'accord. Est-ce qu'on peut parler de l'Algérie, du moins du regard porté aujourd'hui sur la colonisation française? Oui. Écoutez, pendant des années, c'est pas par hasard si j'ai écrit, comme j'ai décidé
Non, j'avais écrit plein d'articles avant, mais si je me suis décidé dans les années 2000 à dire, bon, ça suffit, maintenant je vais écrire Portrait Fanon, pour parler justement etc. Qu'après, j'ai quand même fait un livre qui s'appelle La frontière invisible, dans lequel je raconte, quand même pour aller vite, ce que font les silences de l'histoire sur les générations, surtout les petits-enfants d'ailleurs, plus que les enfants. Peu importe, je ne vais pas s'étendre là-dessus. C'est parce que, si vous voulez, j'ai été stupéfaite quand je suis arrivée moi en France. Bon, on parlait que des rapatriés à un moment donné. Moi, je disais en plaisantant, mais rapatriés, alors que beaucoup d'entre eux n'ont jamais mis les pieds en France. C'est des expatriés, c'est pas des rapatriés. J'ai toujours un peu fonctionné comme ça, hein, en prenant les choses dans leur signifiant, ou quelque chose comme ça. Et j'étais stupéfaite, non seulement de voir que tout se passait comme si ce qui avait eu lieu n'avait pas eu lieu, et les conséquences que ça avait successivement, et dans la population française, et un peu partout ailleurs, y compris en Algérie d'ailleurs. Hein. Maintenant, ce n'est plus le cas. Hein? Maintenant, ce n'est plus le cas. Beaucoup de livres sont écrits, oui, beaucoup de... Oui, mais dans les années 80, oui. Voilà. Mais même les livres qui avaient été écrits pendant la guerre d'Algérie, comme Les Appelés vous parlent, les différents livres, bon, je ne vais pas tous les citer, avaient disparu de la circulation, y compris les livres qui avaient été écrits pendant la guerre d'Algérie, édités, c'est notre ami, là. Mais tout ça, c'était silence total, et surtout fonctionnant comme ce que j'appelle ce qui a eu lieu n'a pas eu lieu. Et ça a commencé à faire beaucoup. Puis il y a eu après toute la ghettoisation. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que je me suis dit, ben après tout, pourquoi pas, voilà. Et c'est comme ça que c'est commencé à... Est-ce que j'ai répondu? Pas vraiment. Non. C'est le sentiment que j'avais pas vraiment répondu. Oui, non, les relations franco-algériennes actuelles, qu'en pensez-vous? Je ne suis pas un politologue, etc. Mais ça fait longtemps hein, que... Moi, j'ai d'excellents contacts avec des amis en Algérie. J'ai été très souvent, dans des circonstances différentes, après la décennie noire, pour être poli, j'y suis retournée parce qu'on me demandait, avec 2 ou 3 personnes, d'aider les psychiatres, les psychologues, etc., à sortir du trou, quoi, franchement. Ce que j'ai fait pendant quelques années, tous les 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, pendant un certain temps. C'est beaucoup. Je me suis intéressée aux violences faites aux femmes aussi. Donc, j'ai eu, entre-temps, quelques années après, parce que moi, je n'ai pas voulu faire ce qu'on me disait en 63-64, de demander la société algérienne pour service rendu à la guerre de libération, en disant, écoutez, non, quand même, moi, mes ancêtres, ils étaient en Algérie depuis avant les Arabes, je ne sais pas, service rendu, abandonner la sunniture. Enfin bon, je n'avais pas de papier hein, à l'époque, ni français, ni... Voilà. Ce qui fait que quelques années après, non, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu 8 ou 9 ans, mes amis se sont indignés que je n'ai pas la nationalité algérienne, donc ils ont fait les démarches pour que j'ai... Ce qui facilite beaucoup hein, par rapport au visa. Mais j'ai toujours eu un regard comment dire, pas de communauté, je m'entends avec les gens pas de ma génération, les jeunes, etc. Il y a quelque chose qui fait qu'on se comprend, si vous voulez. Mais ce que l'Algérie est devenue par rapport ce que les pouvoirs ont fait en Algérie me désole. Et ça, je ne le cache pas. Je trouve que c'est un gâchis monstrueux. Et en France... Merci. Enfin, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non. Merci beaucoup, Alice Cherki. Merci. Vous m'avez fait raconter, voilà, oui. et merci. Ouais.